Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Conséquence des fortes chutes de neige en montagne, une série d'avalanches a fait 4 morts dans les Alpes françaises, à Val Thorens, La Plagne, Les Arcs et Val d'Isère. Les victimes sont tous des skieurs qui évoluaient hors piste. La vague de froid se poursuit et s'intensifie avec l'arrivée du vent du nord. Les transports scolaires sont interrompus dans une vingtaine de départements. Une femme qui dormait dehors en plein centre de Bordeaux est morte, ainsi qu'un sans-abri de 51 ans à Versailles. Économie, les Français ont le goût d'entreprendre. Le nombre de créations de sociétés a encore progressé de 12% l'an passé, 224 000 créations d'entreprises, alors que le nombre de faillites reste stable. L'antisémitisme est une perversion qui n'a pas sa place en France. Ce sont les mots de Jacques Chirac qui a inauguré le mémorial de la Shoah à Paris. La cérémonie marquée, on le verra, par une très vive émotion. En Asie du Sud, le nombre de morts et disparus est encore revu à la hausse. 280 000 au total après l'annonce d'un nouveau bilan en Indonésie où sont recensés 85% des victimes. Enfin, la sortie d'un film événement à l'heure où l'écologie occupe les esprits, La marche de l'empereur, la vie de ces manchots du pôle sud qui parcourent des centaines de kilomètres pour manger et se reproduire. Un tournage de plusieurs mois, par moins 40 degrés, dans un isolement presque complet. C'est le dossier de cette édition. C'est un cas de figure malheureusement classique, mais qui s'est reproduit une fois encore. La neige tombée en abondance sur les massifs est particulièrement instable. En quelques heures aujourd'hui, 4 skieurs ont été emportés par des avalanches. Ils évoluaient tous hors piste, malgré le risque signalé par Météo France. Loïc Delamornay, Didier Guyot. À un rythme implacable et régulier, les 4 avalanches ont tué ce matin. À 9h45 à Val Thorens, un skieur hors piste est emporté. À 11h50, une skieuse de randonnée est tuée à La Plagne. Le guide de haute montagne qui l'accompagnait a survécu à l'avalanche. Une demi-heure plus tard aux Arcs, nouvelle victime, un surfeur hors piste. Le bilan s'achève à Val d'Isère, où vers 14h, après une avalanche, un skieur de randonnée meurt de ses blessures. Depuis une semaine, une couche de 80 à 150 cm de neige est tombée sur les Alpes. Mais cette neige, très froide, n'accroche pas sur les versants et de surcroît, les vents favorisent la création de plaques. Pas de nouvelles chutes. Le manteau neigeux actuellement est vraiment très instable et vraiment très sensible à toute surcharge. Même avec une seule personne, ça suffit à faire partir. Dans leur majorité, les victimes étaient pourtant bien équipées pour le ski de randonnée ou le hors-piste et étaient munies de balises de détection ARVA. Mais cela n'a pas suffi pour les sauver. Il faut impérativement respecter les conseils de sécurité les plus élémentaires. Il faut se cantonner sur les pistes ou hors piste, c'est vraiment dans des pentes débonnaires. On ne va pas chercher les couloirs, la neige va rester là de toute façon dans les jours qui viennent. Avec le froid, elle va rester très bonne. Donc il vaut mieux attendre que ça se stabilise et pour l'instant on reste ou dans les pentes débonnaires ou sur les pistes. Pour les jours prochains, le danger d'avalanche est toujours élevé avec un risque classé 4 sur une échelle de 5. Voilà, si vous êtes en ce moment à la montagne, soyez donc extrêmement prudents. La neige qui a continué à tomber dans de nombreuses régions en France. Globalement, ça va un peu mieux sur les routes, mais il y a toujours des perturbations, notamment en ce qui concerne le transport scolaire. Samassoula. 24 heures que la neige n'arrête pas de tomber sur la Corse. Malgré les consignes, certains automobilistes ont testé la route sans les chaînes. Mais ici, les chaînes, on n'a pas la technique. J'essaie de mettre les chaînes. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. Ce matin j'ai cassé une paire de chaînes, là j'en ai acheté une autre. C'est pas les mêmes. Et voilà. Au village, pas d'école, la luge a remplacé le cartable. L'instituteur n'a pas pu prendre la route. Je suis pas à l'école, donc moi je suis un bonhomme de neige et je m'amuse dans la neige. Sur l'île, la circulation reste difficile et les averses de neige ont privé d'électricité pendant plusieurs heures, près de 2800 personnes. En Haute-Loire, les écoles sont fermées jusqu'à jeudi. Les routes sont jugées trop glissantes pour les cars de transport scolaire. Comme ici dans l'Eure, plusieurs départements ont préféré interdire leur circulation jusqu'à demain. Et pour conduire leurs enfants à l'école, les parents doivent s'organiser. Bon, pour la sécurité des enfants déjà, il vaut mieux attendre un petit peu et puis que ça se passe mieux. La Normandie a également connu d'importantes chutes de neige la nuit dernière, jusqu'à 10 cm dans les campagnes. Grâce aux saleuses qui ont sillonné les routes toute la nuit, le trafic routier n'a pratiquement pas été perturbé. À Lille, en revanche, la neige et le verglas ont bloqué ce matin une centaine de camions pendant 9 heures sur l'autoroute A16, provoquant 10 km de bouchons.
Cependant, l'alerte se lève progressivement. L'indicatif orange de Météo France annonçant d'importantes chutes de neige ne concerne désormais que la Basse-Normandie et la Corse. Ailleurs, comme ici à Nice, les chutes de neige ne devraient offrir que le spectacle de leur manteau de neige. Voilà, d'autres précisions à la fin de ce journal avec Patrice Drevet. Amélioration, on l'a entendu il y a un instant sur la Côte d'Azur, mais on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. À Montauroux, dans le Var, plusieurs centaines d'élèves ont été bloqués par la neige à la sortie des cours. Ils ont mis plusieurs heures avant de pouvoir rentrer chez eux. Aurélie Guim. Enfin madame, franchement, on a 50 enfants dans un car, vous croyez qu'on va prendre le risque de passer? Tous les parents n'ont visiblement pas bien compris la décision de cette entreprise. L'explication est pourtant simple. À cause des routes enneigées, aucun de ces autocars n'a pu assurer l'habituel ramassage scolaire hier soir. La consigne, c'était de garder tout le monde dans le collège et de ne plus laisser sortir personne, surtout pour ne plus encombrer les routes. 300 des 600 élèves de l'établissement sont donc restés à l'intérieur du bâtiment, le temps que les chutes de neige se calment et que les parents les mieux équipés puissent venir les chercher. On a dû se débrouiller pour pouvoir les récupérer. Bon, ils ont été au chaud, ils ont bien mangé, ils ont eu des films à regarder, tout ça. Donc moi, je les récupérais à 20h20. Aujourd'hui donc, pas de bus pour 90% des élèves, donc pas d'école du tout. Mais dès demain matin, l'établissement signale que tout sera rentré dans l'ordre et appelle l'ensemble des élèves à reprendre le droit chemin du collège. La vague de froid, elle se poursuit, elle va même s'intensifier avec l'arrivée du vent du nord. Elle a déjà tué 2 personnes, un sans domicile de 51 ans à Versailles et une femme de 44 ans qui passait la nuit dehors en plein centre-ville à Bordeaux. Des femmes qui seraient de plus en plus nombreuses parmi les sans-abri. C'est ce qu'avait déjà relevé le Secours populaire ou les Restos du Cœur. À Bordeaux, Francis Mazoyer, Damien Augérol. Le drame a eu lieu ici, en plein centre-ville. Cette femme sans domicile fixe de 44 ans est morte probablement de froid. Il faisait moins 4 degrés la nuit dernière. Hier, d'autres SDF l'avaient aperçue. Elle était selon eux en état d'ébriété. Elle devait être bourrée, elle est venue là se reposer. Et puis le coup de froid, là, voilà quoi. À un moment, elle bougeait, elle était bien. Nous, on la faisait réagir. Puis après, bon, bah, la nuit est arrivée, on l'a oublié quoi. Parmi les SDF recensés par les autorités, je pense sincèrement que vous seriez mieux dans un centre d'accueil. On compte de plus en plus de femmes, 15 à 20%. La vie de Françoise, 48 ans, c'est la rue depuis le décès de son mari il y a 3 ans. Elle a retrouvé un toit grâce au SAMU social, mais avec son nouveau compagnon, elle doit toujours faire la manche. Je fais la manche avec mon chien et mon compagnon. Et l'après-midi, je reviens ici pour refaire la manche jusqu'à 6h30 le soir. Comment vous expliquez votre situation aujourd'hui, madame? On ne se l'explique pas. C'est la malchance. C'est tout. La roue tourne. Peu de femmes SDF se présentent spontanément dans des centres d'accueil comme ici chez Emmaüs. Question de dignité sans doute, alors elles restent dans la rue. On a le sentiment que les femmes sont plus résistantes et qu'elles mettent beaucoup plus de temps que les hommes à tomber, quoi. Et quand elles tombent, ça va vite, quoi. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, surtout lorsque la température redescend en dessous de 0. Les nuits à venir seront encore très froides, jusqu'à moins 7 degrés selon Météo France. Tous les services sociaux restent donc mobilisés en Gironde. Voilà, retour sur l'information que je vous donnais en début de journal. Ces 4 skieurs disparus dans 4 avalanches dans les Alpes du Nord, la vallée de la Tarentaise, où nous retrouvons en direct à Moutier Didier Guyot. Bonsoir Didier. Prudence donc, d'autant que les conditions restent très mauvaises. La neige continue à tomber là-bas. Oui, en tout cas, c'est surtout un vent très très violent, des nuages très très lourds. Tout à l'heure, nous avons essayé de nous poser dans les stations donc touchées par ces avalanches. Ce fut peine perdue à cause justement de ce vent, de ce temps. Et c'est simplement grâce à la dextérité de notre pilote Pierre que nous avons pu nous poser. Il faut comprendre quand même que la neige est tombée entre 80 cm et 1,50 m depuis quelques jours. Une neige instable qui est tombée sur un sol gelé. Et donc cela provoque ce qu'on appelle des plaques à vent. Quand un skieur passe, eh bien, il entraîne donc cette plaque. Soit il part avec cette plaque, soit il emmène avec lui, hélas, d'autres skieurs. Alors, il y a actuellement un risque 4 sur une échelle qui en comporte 5, c'est-à-dire la dangerosité actuellement des Alpes. Une vingtaine, on a compté quand même aujourd'hui dénombrer une vingtaine d'avalanches en Savoie, donc, dont 4 mortels. Alors bien sûr, les responsables de la sécurité encouragent les skieurs
à aller skier, certes, mais en faisant très attention, éviter les couloirs, les pentes un petit peu trop abruptes, et surtout éviter le hors-piste. Rappelons quand même que c'est une nouvelle fois en hors-piste que toutes ces personnes sont mortes, et ce risque de 4 sur l'échelle de 5 est maintenu au moins jusqu'à vendredi. Merci Didier pour ces toutes dernières précisions. Une série de nouvelles encourageantes maintenant pour l'économie française. Et d'abord, l'allègement du déficit budgétaire. Il n'est finalement que de 43,9 milliards d'euros en 2004. C'est beaucoup, mais c'est nettement moins que ce qui était prévu par le dernier collectif budgétaire. L'État a bénéficié de près de 6 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Explication, elle est toute simple. Quand l'activité augmente, les recettes augmentent. Autre bonne nouvelle, les Français, qu'on dit parfois moroses ou attentistes, retrouvent, semble-t-il, le goût d'entreprendre. Le nombre de créations de sociétés, je vous le disais en titre, a encore augmenté de 12% l'an passé. On recense 224 000 naissances d'entreprises, notamment dans l'informatique, la construction ou les services. Dans les Yvelines, reportage Céline Crespi, Alain Location. Parce que vous avez aussi les Baux-de-Provence qui est bien fruité dans les Baux-de-Provence. À 40 ans, rien ne prédestinait Frank Weinharter à dénicher les meilleures huiles d'olive de la Méditerranée. Mais il y a 1 an et demi, sa vie professionnelle bascule, il est licencié. Son poste de directeur marketing est supprimé. Il décide alors de se mettre à son compte. Il investit 300 000 euros, en emprunte la moitié. Quand on a été amené à gérer des services ou à animer des équipes, mais pour le compte de quelqu'un d'autre, de se dire et si je le faisais pour moi, est-ce que j'y arriverais vraiment? Donc en ça, oui, c'est un défi personnel. Pour l'instant, le nouveau patron touche encore le chômage. Il est exonéré de charges sociales. Franck s'est même offert le luxe de prendre Thibault en apprentissage. Ce sera un emploi fixe dans quelques mois. Mais si les affaires marchent, ce n'est pas un hasard. C'est ça qui est aussi important, c'est en permanence de solliciter des avis extérieurs pour avoir un œil critique sur le projet et ne pas s'enfermer dans ses idées et se dire je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, mais au contraire en parler de manière à ajuster son projet. Franck est sur la bonne voie. Il sait que la réussite se construit pas à pas, mais il reste vigilant. Il a bien conscience qu'une entreprise sur 2 ferme boutique avant son 5e anniversaire. L'acte 1 du processus d'adoption de la Constitution européenne. L'Assemblée nationale a engagé tout à l'heure l'examen du projet de loi sur la révision de la Constitution française. Il s'agit de la rendre compatible au nouveau texte européen et c'est seulement ensuite que se tiendra le référendum où vous serez ou nous serons appelés à nous prononcer sur ces nouvelles règles de fonctionnement de l'Europe à 25. Alors cette Constitution européenne, pour l'instant, elle est très mal connue. Avis aux amateurs, le gouvernement a ouvert un centre d'appel pour répondre à toutes les questions et le traité peut être consulté dans tous les bureaux de poste ou les mairies. Mais pour l'instant, il n'y a pas foule. Reportage Vincent Fourcade, Jean-Paul Chapelle. Un bureau de poste aux allures de bibliothèque publique. Vous allez la consulter, vous me donnez une pièce d'identité et je vous la rends. En rayon depuis plus d'1 mois, un seul ouvrage à consulter sur place, le texte de la Constitution européenne. Un traité de 232 pages et 448 articles qui peine toujours à trouver son public. Vu l'épaisseur le pavé que ça peut être, on peut difficilement lire ça dans un bureau de poste. Oui, mais j'ai pas le temps de feuilleter toutes les pages. Faut pas lire sans comprendre non plus. Hein. Côté postier, même constat. Le texte ici, tout le monde l'a vu, mais personne ou presque ne l'a encore lu. Quand on l'a reçu, on a regardé un peu comme ça, mais rapidement. Hein, on n'a pas trop le temps de ça. Mais c'est vrai que, même, on décroche dès la 2e ligne. À quelques mois du référendum sur la Constitution européenne, l'heure est donc à l'information des électeurs. Une vingtaine de juristes passent ainsi leur journée au téléphone et les questions ne manquent pas. Si je vote oui au référendum sur la Constitution, ça ne veut pas dire que la Turquie rentrera. Non, en fait, c'est vraiment 2 questions indépendantes. Une centaine d'appels par jour et des réponses très techniques. Il s'agit de renseigner les électeurs et surtout pas d'influencer leur vote. Nous, on informe sur des points techniques, sur des points importants, mais on appelle à voter ni oui ni non. Le référendum doit en principe avoir lieu avant l'été et d'ici là, tous les électeurs auront reçu chez eux un exemplaire complet du traité établissant une constitution pour l'Europe.
Et on votera sans doute en juin. La commémoration de la libération des camps à 2 jours de la cérémonie à Auschwitz, il se confirme que ces célébrations prennent cette année un relief particulier. À Paris, Jacques Chirac inaugurait aujourd'hui le mémorial de la Shoah et cette cérémonie a été poignante. Le président de la République a appelé à ne jamais oublier. Véronique Saint-Olive, Francis Forget. En caractère noir, l'identité de 76 000 juifs déportés de France entre 42 et 44 est désormais gravée dans la pierre de Jérusalem. Devant des rescapés et des familles de disparus, le président de la République a d'abord rappelé que des Français ont pris leur part dans l'horreur de la Shoah. La folie criminelle de l'occupant avait bien été secondée par des Français et par l'État français. La France se devait de reconnaître sa responsabilité. Pour Simone Veil, le passé et le présent se bousculent. Rescapée d'Auschwitz, elle veut témoigner. Pardonner, dit-elle, ce n'est pas possible, mais il faut tout faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. En ces minutes si particulières, je veux redire avec gravité que l'antisémitisme n'a pas sa place en France. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est une perversion qui tue. C'est une haine qui plonge ses racines dans les profondeurs du mal et dont nulle résurgence ne peut être tolérée. Et il y a tous ces documents qui perdureront au-delà de la mémoire, comme ces fichiers établis par Vichy. Ces visages d'enfants, de bébés, 11 000 furent déportés. Et aussi le récit des familles anéanties. Bernadette Chirac n'a pas caché son émotion. La douleur de la Shoah, c'est la douleur de tous les Français. Et si on évoque souvent la part qu'a pris l'État français et la France dans la tragédie, il y a aussi eu ces exemples d'héroïsme, ces anonymes qui ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. On les appelle les justes. Reportage Didier Guyot, Thierry Simonet. Préfecture d'Annecy, en Haute-Savoie. Pendant les années noires de la Deuxième Guerre mondiale, Jeanne Brousse travaillait là, comme jeune secrétaire au service des réfugiés. Une jeune femme qui à l'époque était bouleversée par le sort réservé aux familles juives. C'était une très grande pièce dans laquelle il y avait plusieurs bureaux. Le mien était à peu près à cette hauteur. Il y en avait d'autres. Aujourd'hui, Jeanne Brousse a 84 ans. Tout a changé, tout est en travaux, mais elle se souvient. Ici, par charité humaine, spontanément, elle a falsifié des dizaines de papiers d'identité, donné de fausses adresses, volé des tampons administratifs. Il fallait coûte que coûte sauver des vies humaines. J'étais jeune, hein, j'avais 18 ans en 39. J'étais un peu plus inconsciente qu'une mère de famille, par exemple, qui avait protégé les siens. Et bien qu'étant chez mes parents, j'ai pris des risques, mais mes parents étaient consentants. Et nous étions déjà, nous avions l'âme résistante sans savoir qu'on était résistants. Bonjour. Robert Moss avait 5 ans quand ses parents se réfugient à Annecy et croisent le regard de Jeanne Brousse. Elle va leur procurer des faux papiers. Ils connaîtront une dizaine de logements. Ils seront sauvés par toute une chaîne d'anonymes. J'étais caché sous un faux nom dans une école à La Roche-sur-Foron où il y avait plutôt des jeunes de la campagne. Je m'appelais Robert Morel. Le seul qui savait qui j'étais, personne n'a jamais rien su, c'était le directeur. Pour ces gens qui cachaient des juifs, c'était risquer sa vie 24 heures sur 24 pendant tout le temps que les juifs étaient chez eux. Eh ben, on peut que se féliciter malgré tout d'avoir été en France et pas dans un pays voisin. Donc il faut quand même réfléchir un peu plus loin que le bout de son nez, ce qui voudrait dire que le pourcentage de la population française qui a aidé les juifs pendant la guerre n'était pas si mince que ça. Pour avoir sauvé Robert, sa famille et des dizaines d'autres juifs, Jeanne Brousse recevra la médaille des justes. Et pourtant elle dit n'avoir rien fait d'exceptionnel, elle se veut une femme ordinaire. Je trouvais ça normal et naturel et on était loin de penser qu'on obtiendrait un jour une décoration ou une médaille pour ce faire. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas lieu de s'en glorifier. On n'a fait que son devoir d'homme ou de femme, tout simplement. En France, si les 2/3 de la communauté juive ont été sauvés, c'est grâce à des justes semblables à Jeanne Brousse.
Et au 1er janvier 2004, il y avait 2366 justes français. C'est une distinction attribuée par l'Institut Yad Vashem à Jérusalem. En Allemagne également, ces commémorations sont très commentées. Regardez d'abord ce témoignage qu'ont pu découvrir des millions d'Allemands aujourd'hui, celui de cet ancien SS du camp d'Auschwitz qui s'est confié au quotidien un très gros tirage Bild. J'ai eu honte pendant des décennies, dit-il, et j'ai toujours honte aujourd'hui. Il était chargé de rassembler argent, bijoux et autres biens de valeur des Juifs à leur arrivée pour les envoyer à Berlin. J'ai vu les gens nus qu'on amenait dans les bâtiments pour être gazés. J'entendais les cris de panique quand les portes se fermaient. J'ai toujours ce bruit dans les oreilles. Je ne pourrai jamais m'acquitter de ma faute. Je ne peux qu'implorer le pardon. Fin de citation. L'Allemagne qui veut donner sa place au souvenir et à la mémoire, mais où l'on sent également un rejet du sentiment de culpabilité. À Berlin, reportage Jérôme Bonny, Marine Vincent. Ici en Allemagne, ces images que l'on repasse à la télévision pour les commémorations font encore mal. Une population galvanisée par son fureur. Et il n'y a pas foule à cette exposition itinérante consacrée à Auschwitz. On y découvre ces carnavals antisémites des années 30, tragiquement prémonitoires de la déportation. Et pire encore, bouffeur de juifs, s'intitule ce char de la parade. De mauvais souvenirs que l'on évoque le moins possible. Quand je parle avec des amis allemands, j'ai souvent l'impression qu'ils ne veulent pas aborder ce thème. Exposition consacrée au procès de Francfort. 19 ans après la guerre, des bourreaux d'Auschwitz sont enfin jugés par un tribunal allemand. C'est le début d'un douloureux travail de mémoire. 1970, le chancelier Willy Brandt se recueille devant le monument des victimes du ghetto juif à Varsovie. Aujourd'hui, au cœur de Berlin, cet immense mémorial, 2751 stèles, comme une tache indélébile sur la conscience de la capitale allemande. Le monument provoqua avant même son achèvement une vive controverse. C'est le bétonnage du centre de la capitale avec un cauchemar grand comme un terrain de football, la monumentalisation de la honte. Beaucoup de jeunes Allemands ne veulent plus être confondus avec la génération du nazisme. Je pense qu'il faut garder à l'esprit le souvenir de tout cela, mais qu'on n'est pas obligé de se sentir coupable en permanence. Les jeunes Allemands ne sont plus coupables des résultats du Troisième Reich et de l'Holocauste, mais ils sont responsables des conséquences qu'ils tirent de cette leçon. Beaucoup d'Allemands de tous âges, soucieux justement de tirer les leçons de l'histoire, s'inquiètent de n'avoir toujours pas compris comment une grande partie de leur peuple a pu suivre ce Hitler, devenu l'un des plus grands criminels contre l'humanité de tous les temps. Quant au chancelier Gerhard Schröder, il a exprimé aujourd'hui, je cite, sa honte à l'occasion de cette cérémonie à Berlin. Je l'exprime envers les assassinés, envers tous ceux qui ont survécu à l'enfer des camps de concentration, a-t-il déclaré. L'écrasante majorité des Allemands qui vivent aujourd'hui n'est pas coupable de l'Holocauste, mais elle porte une responsabilité particulière. Nous ne devons pas céder à la tentation de l'oubli et du refoulement, a-t-il ajouté. Rappelons que Gerhard Schröder est le premier chancelier allemand à être né après la guerre. Enfin, image d'Auschwitz où les préparatifs sont en cours pour la cérémonie. Les rues sont déblayées, une tribune a été installée devant l'entrée du camp. Les forces de l'ordre sont également mobilisées pour assurer la sécurité du site où doivent se réunir une quarantaine de chefs d'État. Jeudi, donc, cérémonie à suivre, je vous le rappelle, sur notre antenne, après-demain, donc à partir de 13h45. En Asie du Sud, près d'un mois après le raz-de-marée, le bilan s'est encore alourdi. Il est maintenant de 280 000 morts et disparus, car on retrouve sans cesse de nouveaux corps en Indonésie, où sont recensés 85% des victimes. Là-bas, dans l'île de Sumatra, on est donc très loin d'avoir tourné la page. Reportage Stéphane Bretner, Frédéric Pasquette. Vaccination et consultation gratuite. Voilà ce que propose Nathalie Van Merbeek et sa petite équipe d'infirmiers indonésiens. Elle a installé son dispensaire ambulant en plein milieu des ruines, des mouches et des odeurs à la limite du supportable. Les patients sont presque tous d'anciens habitants du village, des volontaires qui ramassent les dizaines de cadavres encore enfouis sous les gravats. Comme ces étudiants, ils sont nombreux sans véritable protection
à faire la sale besogne. Et cette fois-ci, comme souvent, l'un d'entre eux a marché sur un clou. C'est très bien ce qu'ils font parce qu'en ville, il faut attendre des heures avant de se faire soigner. En plus, ici c'est gratuit. Il faut que les organisations humanitaires multiplient ce genre de petit hôpital parce qu'on en a vraiment besoin. L'équipe de Médecins sans frontières fait également de la prévention, principalement contre le tétanos qui est apparu en ville. Plus de blessés, pas d'épidémie, l'urgence humanitaire appartient dorénavant au passé. Il faut donc chercher un autre moyen d'être utile. On essaye de trouver des petits projets qui peuvent aider quand même les gens. Donc, par exemple, ici, nous sommes dans un endroit dévasté. Pour ça, on a décidé donc de faire une petite mobile clinique qui viendra une fois par semaine à un endroit fixe. À Banda Aceh, la moitié des hôpitaux a été détruit et le personnel emporté par les flots. C'est donc toute la structure médicale de la ville qui est à reconstruire. Voilà pourquoi certaines organisations humanitaires, dont la plupart auront quitté le pays dans un mois, cherchent à s'implanter ici pour plusieurs années. Et il se confirme que les Français ont été particulièrement généreux. Un sondage CERFI pour le journal La Croix indique que 46% des personnes interrogées indiquent avoir fait un don. Pour beaucoup d'entre elles, il s'agissait d'une première. Des chiffres bien sûr à prendre avec les précautions d'usage puisqu'il s'agit de déclarations. Mais rappelons que quelques 100 millions d'euros ont été récoltés en une vingtaine de jours. L'Irak avec d'abord une confirmation. Des Français sont bien partis là-bas pour participer à la guérilla. L'été dernier, je vous le rappelle, plusieurs ressortissants français avaient été retrouvés morts sur place, formellement identifiés. Eh bien, on a appris, il y a moins d'une heure, que la DST a mené une opération à Paris hier. Opération qui a abouti à l'interpellation de 7 personnes, dont 2 femmes. À 5 jours des élections, nous vous parlons régulièrement du terrorisme, mais ces actions sont concentrées dans une partie du pays. Ailleurs, la vie semble avoir retrouvé son cours. Voici par exemple à quoi ressemble la première ville libérée, entre guillemets, lors de l'offensive américaine. Image de Qasr, commentée par Maryse Burgot. Qasr, une petite ville du sud de l'Irak, presque paisible. On y fait son marché sans craindre les attentats parce qu'ici, il n'y en a pas, ou presque. Un port dont le nom est resté dans les mémoires. Au moment de l'intervention américaine, Qasr a résisté pendant plus de 15 jours, alors que Bagdad est tombé en quelques heures. Une ville relativement épargnée par la violence, ce qui n'empêche pas qu'on se plaigne des pénuries. Souvent, il n'y a plus d'électricité et nous n'avons plus d'essence. On attend des jours entiers dans les files d'attente et on n'arrive même pas à avoir de l'essence. La population est ici majoritairement chiite. Tous les jours, cette famille regarde à la télévision les images des violences de Bagdad, un autre monde, situé à plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. C'est très triste. Tous ces morts sont des Irakiens et il y a tous les jours des blessés et ce sont nos frères. Dans cette famille, tout le monde ira voter. Ces chiites entendent bien obtenir une représentation à la hauteur de leur poids démographique, 60% de la population. Après des années d'oppression sous le régime de Saddam, ils attendent beaucoup de ces élections. Moi, je crois qu'il faut aller voter. Et je voterai pour le parti d'Alaoui, le Premier ministre. Bien sûr, ils disent tous que les Américains doivent quitter l'Irak au plus vite, mais tous disent aussi craindre une guerre civile. Et puis, rappelons qu'il y aura 3 semaines demain qu'on est sans nouvelles de Florence Aubenas et de son guide et interprète irakien Hussein Hanoun El Saadi. Ce matin, le quotidien Libération se disait convaincu qu'ils sont vivants et qu'ils ont été enlevés pour des raisons crapuleuses. Rappelons qu'aucun signal, aucune exigence n'a été formulée par d'éventuels ravisseurs. L'ouverture demain du sommet de Davos. Les puissants de la planète se réunissent en Suisse et il sera beaucoup question cette année de changement de climat et de développement. Dans le même temps, s'ouvrira à Porto Alegre au Brésil le contre-sommet, celui de l'altermondialisme. Un homme a incarné tous les espoirs. Il s'agit du président brésilien Lula. Élu en 2002, le monde avait les yeux rivés sur lui. Eh bien, 2 ans et demi après, c'est une réussite, mais pas forcément celle qu'on attendait. Lula s'est converti aux réalités des marchés. Il a choisi de coopérer avec le FMI. La croissance est revenue, les investissements aussi. Envoyés spéciaux, Pascal Golomer, Tristan Lebras. C'était le jour de son investiture. Un jour de gloire pour Lula, l'ancien métallo-syndicaliste, devenu chef d'État. Un jour d'espoir aussi pour des dizaines de millions de Brésiliens démunis. Enfin, l'un des leurs arrive au pouvoir. Si à la fin de mon mandat, chaque Brésilien mange à sa faim, dit-il, j'aurais réalisé mon rêve. Et tout le monde veut croire au changement. Mais que fait alors Lula?
Il part voyager, et pas n'importe où. Au Forum économique de Davos, lieu de rendez-vous annuel de la finance, comme pour montrer au monde des affaires qu'il n'est pas le révolutionnaire qu'il redoutait. Une visite à la Maison Blanche aussi, pour ménager ses relations avec son voisin américain, premier partenaire économique. Là encore, pas question de rupture. Il part aussi à la conquête des nouveaux marchés. L'Inde, l'Afrique, le Moyen-Orient. Il parcourt la planète. Très actif aussi sur la scène diplomatique. Aux côtés de Jacques Chirac notamment. Il encourage la création d'une taxe mondiale pour combattre la pauvreté. Pendant ce temps, au Brésil, on s'impatiente. Les fonctionnaires manifestent même contre la politique de rigueur mise en place par le gouvernement. Une politique qui ravit en revanche le FMI et les marchés financiers. Réveille-toi Lula, lit-on sur les pancartes. Aujourd'hui, dans la banlieue industrielle de São Paulo, où Lula a débuté sa carrière, les ouvriers voient bien que depuis quelques mois, la croissance économique est de retour, que l'inflation s'est stabilisée. Mais l'enthousiasme s'est un peu émoussé. Cela va un peu mieux. Certains dans ma famille viennent de trouver du travail. Mais de toute façon, je n'ai jamais cru que Lula pourrait faire des miracles. Il n'y a que Dieu qui fait des miracles. Aux millions de démunis, Lula jure qu'il n'a pas oublié ses promesses. Patience, dit-il. Les Brésiliens lui font pour l'instant confiance. Sa cote de popularité n'a jamais été aussi haute depuis son élection. On reste en Amérique du Sud avec un scandale continental qui vient d'éclater entre les deux pays rivaux, le Brésil et l'Argentine, sur un sujet capital là-bas, le football. Presque 15 ans après, certains sportifs argentins viennent de reconnaître qu'un match de Coupe du Monde entre les deux nations aurait été faussé. Un joueur brésilien aurait été drogué. Manuel Tissier, Bernard Puisseau. En football et en tricherie, Diego Maradona est un maître. Mais là, c'est un vrai scandale qu'il révèle. Selon le génie argentin, un défenseur brésilien, Branco, aurait été drogué en huitième de finale de la Coupe du Monde 90. Le voici en jaune en bas de l'écran, Branco, totalement dépassé sur le but argentin. Branco aurait reçu une bouteille pleine de somnifères des mains même de l'entraîneur argentin. Et aujourd'hui, Maradona s'en amuse. Les bouteilles étaient prêtes. Branco a bu et les autres joueurs brésiliens se sont approchés. Et je me disais, buvez, buvez. Alors, un joueur de chez nous a voulu prendre une bouteille et j'ai hurlé, non, ne bois pas. Comme son auteur, la blague paraît un peu grosse. Et pourtant, l'entraîneur argentin de l'époque, Carlos Bilardo, dans une interview, ne dément pas ce qu'il faut bien qualifier d'empoisonnement. À tel point que la fédération brésilienne demande l'ouverture d'une enquête confortée par le témoignage de Branco, aujourd'hui entraîneur, qui se souvient très bien de cette boisson suspecte. Pendant que je jouais, je me suis senti très mal. Je voyais le stade qui tournait et j'ai dit à mon coéquipier Ricardo, je me sens vraiment pas bien. Ce 24 juin 1990, Brésil-Argentine est arbitré par un Français. Pour Joël Quignou, c'est le match d'une vie. En revoyant les images, il ne parvient pas à croire à ce monstrueux stratagème. Si les faits étaient avérés, ça gâcherait le plaisir que j'ai eu à arbitrer ce match, parce que c'est un match qui était un match de référence dans ma carrière d'arbitre. Les Argentins iront jusqu'en finale cette année-là. Mais aujourd'hui, l'exploit a le goût du poison. Le Japon maintenant avec une particularité qui s'exporte. Il s'agit d'une méthode pour apprendre la musique et plus particulièrement le violon aux très jeunes enfants, la méthode Suzuki basée sur l'imitation. Les résultats, vous allez le voir, sont impressionnants. La France va la découvrir ou la redécouvrir. 22 enfants, de très jeunes enfants, 4 à 7 ans, des virtuoses, seront sur scène demain pour les victoires de la musique. Ils répètent en ce moment à Nice, sur place Olivier Théron, Raymond Chaplard. Il était bien là le dos. Bravo. Redresse-toi. On le fait tous une fois. Prêt. Pas de partition, pas de solfège, et pourtant il joue. Car la musique c'est d'abord ça, du jeu, du plaisir. J'aime bien faire le sol jazz. Top. Chouette. Oui, encore une fois. Ils ont des facultés d'apprentissage très développées très jeunes. Donc l'idée, c'était de développer le langage musical de cette manière-là. Donc de manière très jeune. Et puis alors en tradition orale, c'est-à-dire que c'est tout par imitation, beaucoup par le chant. Chante-le tout de suite.
Apprendre la musique comme une langue maternelle vers 3-4 ans, c'est un Japonais qui en a eu l'idée au début du XXe siècle. Au Conservatoire de Cannes, ça fait 15 ans que cette méthode est employée. Artisans de la réussite, les parents qui passent leur temps à chanter. C'est un plaisir, c'est un moment passé avec eux. Il y en a qui vont faire du sport avec leurs enfants, jouer au ballon. Nous, on fait de la musique avec nos enfants. On chante beaucoup. Là, c'est pour de vrai, dans le grand auditorium du Palais des Festivals. Sûr qu'il y en a 80 des musiciens. Tout un orchestre, rien que pour eux, et pour les victoires de la musique, sous la baguette de Philippe Binder. Ils apprennent tout de suite à jouer ensemble, ce qui est un avantage énorme. Ils apprennent à jouer ensemble avec leurs voisins. Ils font de la musique en groupe, en musique de chambre, tout de suite, dès le début, ce qui est quand même incroyable. Sans peur, sans complexe, avec simplement le plaisir de jouer, ils seront les mini-stars des victoires de la musique. L'environnement, la conférence sur la biodiversité se poursuit à Paris. L'occasion de faire le point sur l'expédition française à Clipperton. L'explorateur Jean-Louis Etienne est arrivé, vous le savez, il y a 2 mois avec sa femme et ses 2 enfants de 6 mois et de 3 ans sur cet îlot du Pacifique inhabité à des milliers de kilomètres de la première Terre. Son objectif, avec une équipe de scientifiques, recenser toutes les espèces, animaux, végétaux et même bactéries. Sophie Mézel. Il a fallu près d'1 mois pour dresser le camp par 28 degrés de moyenne et avec le souffle des alizés qui cognent la tête. C'est aujourd'hui un petit village écologique avec 2 éoliennes et 84 panneaux solaires pour l'énergie, du gaz naturel pour la cuisine et une parabole pour capter Internet à haut débit. Les oiseaux soient relativement protégés des rats. D'ailleurs, on en a vu certains qui attaquent. Jean-Louis Etienne, homme d'aventure, amoureux des milieux hostiles, mène l'expédition scientifique. Une dizaine de permanents et des rotations incessantes de chercheurs qui, après 17 heures de vol et 4 jours de mer, se retrouvent ici, sur un confetti de 7 km², un atoll français en plein milieu du Pacifique. Vous savez, on est comme des enfants ici sur cette île, on est seul. On peut installer sa cabane où on veut. Il y a une certaine euphorie de liberté que l'on ressent quand on est sur une île déserte. Et cet éloignement, cette rupture avec le monde, ce sont des choses qui font partie de mon goût pour l'aventure. Les seuls habitants de Clipperton sont les fous masqués, les fous bruns, les crabes rouges. Des dizaines d'espèces d'oiseaux, de poissons, de coraux ou d'algues dont les scientifiques dressent l'inventaire jusqu'au mois d'avril. Alors, tout sera démonté. À moins que Jacques Chirac ne réponde à l'appel de Jean-Louis Etienne de créer sur cet atoll une base scientifique permanente en collaboration avec le Mexique voisin. Et après le Pacifique, l'Antarctique, avec à mi-chemin entre le cinéma et l'environnement, la sortie d'un film événement, La Marche de l'Empereur, l'histoire de ces manchots qui parcourent des centaines de kilomètres pour manger et se reproduire. Un tournage de plusieurs mois, par moins 40 degrés, dans un isolement presque total. C'est le dossier de cette édition, il est signé Marie-Jo Jouan, Bernard Connor. Une histoire inventée par la nature, celle du manchot empereur. Un oiseau heureux comme un poisson lorsqu'il évolue dans l'océan nourricier, condamné par l'ironie du destin à marcher sur la banquise droit comme un i pendant des centaines de kilomètres pour se reproduire à l'abri du danger. Quand j'ai découvert cette histoire, je pensais à une tragédie grecque dans le développement, je dirais dans les enjeux, dans l'affrontement de la vie tout simplement contre le néant, contre la mort. Et c'est vrai que l'empereur est confronté en permanence au néant et chaque jour il doit dépenser une énergie folle et une intelligence d'espèce monumentale pour arriver à vivre dans ce milieu qui est tout simplement invivable. Chez les empereurs, on connaît la parité. C'est le mâle qui couve en plein hiver austral par des températures de moins 40 degrés. 4 mois de calvaire sans rien manger, tandis que la femelle repartie vers l'océan chercher la nourriture pour les petits ne reviendra prendre le relais qu'au printemps. Incroyable histoire de cet animal fabuleux perdu dans la région la plus inhospitalière du monde, mais aussi l'incroyable aventure humaine de ceux qui ont filmé. 1 an et 120 jours de joie et de galère, avec pour point de départ la base scientifique du Mont d'Urville, du nom de l'explorateur qui découvrit la terre Adélie. Les manchots vivent à 800 mètres de là. L'approche est plutôt facile, à condition d'utiliser quelques subterfuges, tels que cet œuf transformé en caméra.
manchots empereurs ne connaissent l'homme finalement que depuis 50 ans et ça a toujours été une cohabitation pacifique. C'était soit des scientifiques qui venaient les observer, soit des aventuriers plutôt curieux, mais jamais un rapport de prédateur à proie. Il n'y a jamais eu de chasseurs qui sont venus manger la chair des manchots empereurs. Donc ils n'ont jamais appris à avoir peur de vous. Et de fait, c'est extrêmement bienfaisant, je dirais, d'arriver quelque part sur la planète et de voir qu'il y a des animaux qui n'ont pas peur de vous. Le plus difficile à surmonter a été le froid, l'ennemi numéro 1 du caméraman, à moins que ce ne soit le blizzard. Quand vous vous retrouvez en Antarctique avec des vents catabatiques qui oscillent entre 250 et 300 km/h, vous vous retrouvez tout petit dans un milieu extrêmement hostile. Les deux pieds sur la neige. Ce qui manquait au manchot empereur, la voix, celle d'une famille, le père, Charles Berling, la mère, Romane Boringer, et le petit, Jules Citruc. Pour souligner le courage, la persévérance du dernier guetteur, du dernier élément de vie de ce bout du monde. En bref, les choristes à Hollywood, nominés pour l'Oscar du meilleur film étranger, un film déjà plébiscité par le public français, puisque c'est le plus gros succès de l'année 2004, 8,5 millions de spectateurs. 3 autres films sont en compétition dans cette catégorie, dont le film allemand La Chute sur les derniers jours d'Hitler. La mode avec la suite des défilés haute couture à Paris. Aujourd'hui, Chanel. Tendance, qu'on se le dise, pour l'été prochain, robe et ensemble de marquise, inspiration 18e. La visite des ateliers avec la très belle Anna Mouglalis, le mannequin vedette de la marque. Estelle Collin, Didier Dahan. Il a été fini quand celui-là? Il y a 2 jours. D'accord. C'est un privilège que d'être invité dans ces ateliers. C'est un cadeau lorsqu'en plus on vous permet d'essayer. Même lorsque l'on s'appelle Anna Mouglalis et que l'on est l'égérie de Chanel depuis 3 ans. Avoir la possibilité de porter quelque chose qui est fait sur mesure, fait avec cet art-là, cette connaissance-là, on le sent vraiment. 30 tailleurs, presque autant de robes, 200, 300, jusqu'à 400 heures de travail dans des tweeds aériens que Gabrielle Chanel elle-même ne renierait pas. Les dentelles, les transparences. C'est les vraies robes de princesse. Avec de telles robes, l'industrie du luxe embellit sa vitrine et attise les convoitises. Avantage aux stars qui peuvent se les faire prêter, ce qui n'empêche pas des ventes en bonne et due forme, mais à une clientèle privée capable d'acheter du sur-mesure au prix d'une Ferrari. Dès lors, une question, mais alors comment fait-il? Ça fait partie du métier, hein. C'est comme je suis une sorte de cartomancienne pour ces choses-là. Cartomancienne, autrement dit, capable de capter l'air du temps, et c'est précisément là-dessus que repose son succès chez Chanel depuis 18 ans. Tennis pour terminer avec les internationaux d'Australie. C'est fini pour Amélie Mauresmo. La Française s'est inclinée en quart de finale face à Serena Williams. 6-2, 6-2. Elle souffrait apparemment de la cuisse gauche. C'est la 9e défaite de la Française sur 10 matchs face à l'Américaine. Qualification également de Maria Sharapova, tenante du titre à Wimbledon. Chez les hommes, un match vedette, un match choc. Le numéro 1 mondial Roger Federer a battu finalement facilement André Agassi. 6-3, 6-4, 6-4. La qualification également de Marat Safin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Revet, le froid et encore le froid. 20h55, Sandra Bullock et Nicole Kidman, les ensorceleuses. 1h moins 20, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, dans la 4 vérités, Françoise Laborde recevra le ministre de la Justice, Dominique Perben. On se quitte sur ces dernières images de notre ami le robot japonais, dont nous suivons régulièrement les progrès. Après la marche, après la danse traditionnelle, voici les escaliers et le robot peut même se tenir en équilibre sur un pied. Il s'appelle Asimo, on le connaît bien maintenant, il mesure 1,30 m. Rendez-vous pour ses prochains exploits dans quelques semaines sans doute. À demain.